Bonjour Victor, merci de nous accorder quelques minutes. Aujourd'hui nous sommes au procès des TUI. Vous-même, vous avez comparu récemment au tribunal de Nanterre. Quelle suite avez-vous de cette affaire? On aura le délibéré de cette audience le 15 mars. Mais on est déjà révolté par la position de la procureure de la République, qui est celle qui demande des condamnations pour les étudiants. Elle a demandé à la juge à ce qu'il y ait une condamnation de 4 mois de prison avec sursis. Et pour les 4, c'est-à-dire pour Ayoub, Bart, Selim et moi-même, et un stage de citoyenneté. Les juges vont devoir donner leur réponse le 15 mars prochain lors du délibéré. Mais ce qui nous scandalise, c'est que nous, on a été convoqués en justice pour avoir soi-disant violenté des vigiles dans le cadre d'une mobilisation étudiante. En octobre dernier, on a voulu se rendre à une instance de l'université avec une délégation de 100 fac. On voulait juste siéger dans une instance à laquelle on est élu majoritairement. Et le chef adjoint de la sécurité nous a violemment expulsés du bâtiment avec ses agents en blessant des étudiants. Et en réalité, aujourd'hui, c'est nous qui sommes accusés pour violence. Nous, on a porté plainte contre ce chef adjoint de la sécurité qui n'a même pas eu le courage de venir à son procès et qu'on accuse de délit d'entrave, c'est-à-dire d'avoir empêché des élus de siéger une instance. Et ben la procureure, elle nous a accusé, elle a demandé pour nous 4 mois de prison avec sursis, mais rien pour ce chef adjoint de la sécurité, alors qu'on a plein de témoignages qui prouvent en fait la nature de son geste, c'est-à-dire sa volonté de nous évacuer violemment par la force. Pour nous, ça c'est purement et simplement inadmissible et révoltant. On regarde des jeunes qui sombrent dans la précarité, dans la dépression, et le seul choix que fait le chef adjoint de la sécurité, c'est de foutre des procès à des jeunes qui se battent pour améliorer cette condition-là, cette situation-là. On en est où là? Mais on n'est pas surpris en fait, ce chef adjoint de la sécurité, il ne fait que suivre la politique qui est celle de ce gouvernement, c'est-à-dire de taper sur tous ceux qui relèvent la tête face à cette politique antisociale, face à ces injustices. Mais on ne courbera pas les chines, on ne baissera pas la tête, car ce qui nous réserve, c'est un avenir de chômage et de précarité, et ça on l'a compris. Et nous on veut un avenir où ce soit les jeunes et les salariés qui défendent et qui décident de comment ils veulent étudier, travailler, comment ils veulent vivre. Et ça on peut l'obtenir par la mobilisation, par la lutte, par les mobilisations d'ampleur. Et c'est ça qu'on essaye de construire. Parce qu'aujourd'hui la situation de la jeunesse est beaucoup trop grave. Beaucoup trop grave. Il faut réouvrir les universités, c'est possible aujourd'hui. Le gouvernement il donne 500 milliards d'euros aux grandes entreprises depuis mars. Avec cet argent-là, on peut très bien financer la réouverture complète des facs en garantissant les gestes barrières. On peut très bien financer des moyens pour en finir avec la précarité. Mais c'est pas le choix que fait ce gouvernement aujourd'hui en fait. Nous, on va se battre pour imposer ce choix-là. Et ça commence dès le 16 mars sur une journée de grève et de manifestation nationale dans les facs. Et nous, on va se donner les moyens que ça soit une réussite et que cette date, elle en appelle à d'autres. Aujourd'hui, combien de cas d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui dont vous avez connaissance? Écoute, il y a aujourd'hui des queues interminables devant les distributions alimentaires. Il y a des jeunes qui font des demandes quotidiennes à des associations. Donc nous n'avons pas une vision quantifiée de ça. Mais il suffit de vivre dans des cités universitaires comme c'est notre cas ou de regarder les milliers de reportages aujourd'hui. Il y a une enquête de Santé publique France qui montre qu'en fait les étudiants, les moins de 25 ans et ceux qui ont le statut d'étudiant sont la population qui a connu la plus grande aggravation des états dépressifs. Donc tout ce qui est l'augmentation de la nervosité, du stress, de l'angoisse. Il y a une raison il y a une raison à cette aggravation. C'est l'aggravation des conditions matérielles de vie et d'existence des jeunes. On a une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui dit qu'un jeune sur 3, ça c'était pendant le premier confinement, en septembre, l'enquête date de septembre, qui dit qu'un jeune sur 3 en fait considère être dans une condition moins bonne financièrement qu'avant le confinement. Et pour les étudiants étrangers, ça monte jusqu'à 50%. Bon, et ça c'est juste le premier confinement. Et on a 1 million d'emplois qui ont été supprimés à l'année 2020 avec prioritairement des emplois intérimaires précaires. On sait tous qui sont les premiers en fait impactés à exercer ces emplois-là. C'est les jeunes, c'est les femmes, c'est eux les premiers et elles les premières impactées. Donc nous on va se battre pour inverser cette logique, inverser une société, que ce soit les riches et les patrons qui payent parce que c'est eux qui sont responsables de ces crises. Je suis étudiante en 2e année de sociologie à l'université de Nanterre. Aujourd'hui on va parler de la jeunesse. Que souhaiteriez-vous dire aujourd'hui aux gens qui gèrent le pays et qui pour le moment n'ont pas souhaité vous accorder ni le RSA ni une aide substantielle pour le moment? Moi j'ai envie de dire stop au mépris.
Stop au mépris. Moi je trouve que, on est dans une situation qui est quand même catastrophique. Avec les étudiants ont vu une précarité accrue, il y a énormément de gens qui ont décroché, il y a une vague de suicides et de tentatives de suicide, en fait, des choses vraiment extrêmement dramatiques, et un gouvernement qui ne fait rien, qui ne lâche que des miettes. Voilà, tu parlais d'aide financière, il n'y a rien eu, quasiment rien. Il y avait eu 150 € il me semble au premier confinement, un truc comme ça. 150 € c'est rien quand tu as des loyers de retard, quand tu peux plus manger. En fait, il y a quand même des images tous les jours de centaines de mètres de queue devant des aides de distribution alimentaire. Et en fait, le gouvernement ne fait rien. Moi, dans mon université, il y a aussi la question du retour en présentiel. À Nanterre, par exemple, c'est très peu appliqué. En fait, c'est très peu appliqué. C'est sur la base des décisions des UFR, des professeurs, etc. Et ce qui fait qu'il y a un retour en présentiel très faible. Et ce dont ont besoin les étudiants, c'est un vrai retour en présentiel, une réouverture des facs et des vraies aides conséquentes, un pré-salaire étudiant, un vrai revenu pour que personne ait à vivre en fait dans la précarité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Une précarité que l'on voit effectivement dans les images. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une vraie prise de conscience de l'exécutif face à l'urgence de la situation? Moi je ne pense pas, je pense qu'ils en sont conscients de la situation, mais qu'ils font le choix de ne rien faire par rapport à ça. Que quand on voit en fait les centaines de milliards d'euros qui ont été donnés aux grandes entreprises depuis le début de cette crise sanitaire et les miettes qui sont données aux étudiants, moi je pense qu'ils sont conscients, qu'ils voient, ils savent ce qui se passe dans la jeunesse, ils savent ce qui se passe dans les universités, ils savent ce qui se passe chez les étudiants, et ils font le choix de polémiquer sur l'islamo-gauchisme dans les universités et faire avancer sur comme ça des choses, faire des offensives réactionnaires en fait, qui sont des débats graves en fait de base, mais en fait ce qui en plus et une dérive encore plus grave quand on voit en fait, le nombre de sujets dont il faudrait traiter dans les universités par rapport à la jeunesse en fait, qui ne sont pas abordés pour préférer aborder ces polémiques-là, quoi. Donc, Vous, aujourd'hui, vous avez la parole. Qu'aimeriez-vous dire, que ce soit à l'exécutif, que ce soit également aux gens, tout simplement, parce qu'on entend différents débats sur les réseaux sociaux, certains qui ne comprennent pas la situation de cette jeunesse, mais cette jeunesse est réellement confrontée à une misère aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément cet accompagnement qu'ils devraient avoir face à la crise. On parle effectivement de tentatives de suicide, on parle de dépression. Quels sont les mots que vous aimeriez mettre justement sur cette période difficile pour que les autres puissent comprendre votre situation? J'aimerais dire qu'on est conscient en fait de non seulement la gravité de la situation actuelle, mais surtout du fait que ça ne va pas se régler, que le gouvernement n'a pas la volonté de le régler ni maintenant ni dans quelques mois, et qu'en fait on est conscient de tout ce qu'il nous prépare pour la suite. On est conscient que là c'est pas juste la fermeture des facs et dans 6 mois tout ira bien. On est conscient qu'après en fait, là avec l'avenir que le gouvernement nous promet, on aura le chômage, on aura des jobs précaires, qu'il nous prépare l'augmentation des frais d'inscription, qui nous prépare la fermeture de filières, plus de sélection et l'accélération de la dégradation de nos conditions d'études et de vie sur le long terme, et qu'on en est conscient et qu'on refuse ça en bloc, et qu'on va se battre en fait dès maintenant, qu'il y a une journée de mobilisation le 16 mars qui est appelée par les organisations de jeunesse, et qu'on va s'en saisir, qu'on va se battre comme on s'est battu en janvier dernier, comme on est tous descendus dans la rue avec les professeurs ou dans des manifs étudiantes ou pendant la journée de grève interprofessionnelle. On est conscient de tout ça et on lâchera pas l'affaire, quoi. Vous avez, j'imagine, entendu parler de l'ubérisation de la société, de cette dérive qui risquerait de faire tomber peu à peu tous les acquis sociaux, donc la sécurité sociale, on parle également des congés payés. Vous le vivez comment? Oui, en effet, les attaques elles pleuvent pas que sur les étudiants. Là, on est quand même un rassemblement en soutien à des travailleurs qui luttent contre un plan de licenciement qui les touche, et des travailleurs qui ont appelé quand même à une coordination des boîtes en lutte contre les licenciements. On voit qu'il y a des plans de licenciement par centaines qui existent dans ce pays. Il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés par cette crise, il n'y a pas que les étudiants qui subissent cette logique du gouvernement qui est celle de mettre les profits avant nos vies, avant nos conditions d'études, de travail, et qu'en fait on a besoin de se battre tous ensemble pour refuser ça de bloc, tous ensemble, parce que c'est que comme ça qu'on peut gagner, quoi, par l'unité de notre camp, par la convergence de nos secteurs, de nos forces, et voilà.
Donc merci à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est là devant le tribunal de grande instance de Cergy pour demander l'annulation du plan social que TUI a lancé il y a maintenant quelques mois, donc en juin dernier. Ce plan social qui, en tout cas, est un plan social de la honte. Aujourd'hui, ce sont 600 personnes sur 900 qui sont licenciées. Et la petite histoire, c'est que on a été licencié par visioconférence, pour vous dire qu'ils ne reculent devant rien. Donc nous, à travers notre lutte, je vais tenter un peu de vous expliquer. Alors déjà, TUI, c'est un groupe allemand qui a racheté début 2000 le groupe Nouvelles Frontières et qui a lancé des plans sociaux successifs, étant donné qu'ils n'ont jamais rien compris au marché français. Et aujourd'hui, on est en 2021, c'est plus de 1800 collègues qui se sont retrouvés licenciés par TUI. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est 600 personnes qui se retrouvent en difficulté, étant donné qu'on est dans le tourisme. Et le tourisme, qui est un secteur très affecté, les chances de retrouver un boulot dans le tourisme, certains disent que la reprise, c'est pas avant 2025. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est quasi nul. Nous, les collègues de TUI, c'est 80% de femmes, beaucoup de femmes isolées. Donc, la précarité, elle guette. Donc, en tout cas, on continue à se battre et on s'est battu dès le début. Confinement nous a pas justement empêché de nous battre. Donc on est allé à Bruxelles, chez l'actionnaire. On a été reçu par les CRS. On est allé ensuite à la Directe. Au passage, la Directe a homologué ce plan social. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là avec le recours qu'on met en place, étant donné qu'avec notre avocat, on a pointé en tout cas plusieurs choses qui nous permettent de dire que la procédure n'a pas été respectée. D'ailleurs, quand on était à la Directe, on avait eu une réponse assez surprenante d'une personne qui nous a répondu on n'a pas assez de staff, on est sous-staffé, donc c'est compliqué de pouvoir rentrer dans le détail pour vous dire comment nos vies elles sont juste balayées d'un revers de main à travers une Directe qui justement ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc voilà, on est confiant, encore une fois. Alors il y a une chose importante, c'est que à travers notre lutte, je vous ai dit tout à l'heure depuis le mois de juin, il y a quelque chose d'essentiel et qu'on s'est aperçu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se regroupe. Alors, c'est pareil, hein, quand on parle de convergence de lutte, moi j'en ai entendu, on n'arrête pas de parler de ça, la convergence, mais il faut se dire qu'on est condamné à converger. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Quand on nous explique que cette situation-là, on n'y peut rien parce qu'il y a le Covid, le gouvernement s'est joué de son influence pour vendre des Rafales, pour vendre des rames de métro. Là, tout à coup, pourquoi Bruno Le Maire n'a pas contacté le ministre allemand pour lui dire mais attendez, 5,5 milliards vous avez touché de l'État, 5,5 milliards, vous jetez des personnes comme ça avec un accompagnement totalement merdique, et il faudrait en fait qu'on accepte ça. Donc il n'y a pas de fatalité. Après, à nous tous, je pense aux étudiants, au Monoprix, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, Renault, la solution, c'est qu'on puisse ensemble se regrouper. On l'a vu à travers la mobilisation du 23 janvier, qui est parti de rien. Nous, ce qui nous est arrivé, on s'est juste dit un truc, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout seul? Il faut absolument qu'on arrive à se regrouper. Et d'où ça a commencé. On a contacté des boîtes en lutte, qu'on a commencé à mettre en place une vraie stratégie pour leur dire, voilà, la base ne se laissera pas faire. En face, ils sont organisés, il faut qu'on le soit aussi. Mais les discours en nous disant, on peut rien faire, il faut qu'il y ait des milliers. Mais il faut descendre dans la rue. Il faut un élan. Comment des boîtes aujourd'hui, on est à 800 plans sociaux, plus de 800. En octobre dernier, quand on a commencé à mettre en place l'appel des TUI, il y en avait 300. On est à 800. Il faut un élan collectif. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un suicide collectif, on se dit c'est la faute à pas de chance, ou on se mobilise. Et la seule solution, c'est à travers ce qu'on fait aujourd'hui, crier notre détermination et notre colère en disant que ça suffit, que maintenant on ne se laissera plus marcher sur les pieds et qu'on relève la tête pour se battre. Donc voilà les camarades que je voulais dire. Mais aujourd'hui tous les secteurs sont touchés. Encore une fois la jeunesse, les étudiants.
J'ai moi-même des enfants qui sont à l'université et qui sont dans des conditions déplorables. Donc cet avenir-là, qu'est-ce qu'on laisse, nous? Moi, je vous regarde tous, là. On a tous des gosses. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On leur dit quoi, à nos gosses? Qu'on se bat pas et qu'on se dit, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, ils sont trop forts? Ou on fait quelque chose et on est déterminé à se battre? Et il faut relever la tête. Parce que ce qui nous arrive là, c'est en fait ce qu'on mérite si on se bat pas. Il faudra pas se plaindre après. Voilà, je vais laisser la parole à mes camarades. Stéphane, tu veux dire un mot? On fera ensuite après les prises de parole. À 14 h, il y a l'audience. Donc ceux qui souhaitent rentrer dans le tribunal, qu'ils nous le fassent savoir en sachant que c'est 20 personnes maximum. Et ensuite on continuera les prises de parole. Il y a notre avocat qui nous dira quelques mots par rapport à l'audience. Merci à vous les camarades en tout cas. Bah, déjà pas tout dire, hein. Mais en tout cas c'est juste pour vous remercier à tous d'être venus. Parce que justement, ça fait un moment qu'on appelle à cette fameuse mutualisation. Elle prend petit à petit, parce qu'on voit, il y a des gens de Sud-Post avec nous, il y a les étudiants qui n'arrêtent pas de se battre, il y a le collectif CGT Monoprix, il y a les hôtels avec le collectif CGT HPE, il y a beaucoup de monde, il y a Sud Renault, pardon, et donc ça fait plaisir de voir tout ce monde-là, même s'il devrait y avoir encore plus de monde, parce que cette fameuse mutualisation qu'on appelle, pour le moment, on se rend compte que ça tâtonne et même aujourd'hui encore, il y a d'autres actions à droite, à gauche. Donc malheureusement, en se comportant comme ça, les patrons, ils ont encore de beaux jours devant eux. Maintenant, nous, TUI, c'est vrai que depuis juin, on se bat. Le plan social, il a été homologué par la Direct. On reçoit nos lettres de licenciement. J'ai reçu la mienne il y a une dizaine de jours. Mais on est toujours autant combatifs parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est dégueulasse. Le Covid et Macron, ça a complètement décomplexé les patrons et ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Nous, à notre petit niveau, on a tenté cette mutualisation avec d'autres, heureusement, parce que ça se greffe à tout ça. Et on espère qu'on va vraiment y parvenir, parce qu'on nous maintient dans une dictature Covid, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on est privé de toutes nos libertés, qu'on peut rien faire. Les étudiants, ils crèvent la dalle. Il y a eu des étudiants qui ont tenté de se suicider. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, il fait juste des cadeaux aux patrons. Comme on dit, c'est la crise, mais c'est pas la crise pour tout le monde, parce qu'en 2020, les 100 plus riches, ils ont gagné 1000 milliards de plus. Donc la crise, c'est toujours les mêmes qui la payons, c'est toujours la même variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement, c'est nous les travailleurs. Et comme on le dit toujours, nous, à la CGT TUI France, eux, ils sont une poignée, nous, on est des millions. Donc il est temps qu'on se réveille, et comme l'a dit Jaf, c'est maintenant qu'il faut qu'on mette en place notre plan de bataille, qu'on se batte tous ensemble comme des chiens. Non, pour continuer un petit peu dans la discussion et dans les échanges, là vous avez des salariés de TUI qui ont reçu déjà leur lettre de licenciement, ce qui ne nous empêche pas de nous battre. En fait, parce qu'on sait qu'on a raison. Et quand on a raison, on lâche rien. Donc c'est bien pour ça que ce combat, à travers ceux qui ont décidé justement de jouer avec nos vies et empocher des milliards d'aides de l'État, moi c'est juste un truc qui me rend ouf. Comment on peut accepter que nos impôts soient utilisés pour nous licencier? Moi c'est juste ça. Je me dis mais ça ne devrait pas être possible. Comment le gouvernement, alors je me fais pas d'illusions, je sais très bien, mais comment ces choses-là sont possibles? On voit qu'en Italie, en Espagne, on parle de loi pour interdire les licenciements, notamment en période Covid. Mais cet argent-là, à un moment donné, il faut qu'ils le rendent. Ils imposent de l'argent pour nous licencier. Et voilà, tout le monde, pas tout le monde justement, mais beaucoup trouvent ça tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut qu'il y ait vraiment un élan collectif. Mais c'est pas que des mots, parce que c'est facile. On sait tous que c'est compliqué, on sait que c'est pas simple. Tout le monde sait que c'est hyper difficile aujourd'hui de mobiliser. Mais à un moment donné, il faut qu'on change de stratégie. Si on voit qu'on n'y arrive pas comme ça, il faut justement qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à se regrouper. Et moi, encore une fois, je le dis ici, il y a aussi la responsabilité des directions syndicales. C'est pareil, ça aussi, c'est à un moment donné, il faut pouvoir que tout ça s'explique. Comment nous, petits syndicats, des mères de famille qui déposent les enfants le matin à la crèche, qui vont ensuite manifester à la Direct, qui l'après-midi se battent avec le patron et qui rentrent à je sais pas quel... Enfin, c'est ça aussi la vraie... Ouais, camarades! Voilà, un grand big up à nos camarades d'HP! Voilà, donc les femmes de ménage de l'Ibis Batignolles qui sont en lutte. Bravo à vous. Voilà, c'est une lutte qui forge le respect, car c'est à travers ça, à travers justement
la grève, à travers des mobilisations qu'on arrivera à mettre en place un véritable rapport de force. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Nathalie de l'UD 95 qui va nous dire quelques mots. Merci à vous. Oui, merci, merci pour tes mots, pour tes paroles. Merci pour votre lutte à toutes et à tous. C'est vrai que sans lutte, on peut pas gagner. Donc franchement, l'UD du 95, je sais que vous n'êtes pas situé dans le 95, mais l'UD du 95 tient à vous assurer de tout son soutien. On n'a pas eu le temps d'organiser suffisamment les choses pour être encore plus nombreux. Hélas, il y a aussi des plans sociaux sans complètement concerner, évidemment. Il y a aussi des plans sociaux sur le département du 95, hein. PPG à Beson, le casino d'Anguin, les jeux pour ceux qui connaissent. Il y a aussi un PSE qui est contesté. Aujourd'hui, il y a un camarade qui est au tribunal de Pontoise. Donc, évidemment qu'il faut s'unir dans la lutte, tous ensemble, et créer le rapport suffisant pour que les salariés soient enfin entendus. À la CGT, on a des revendications, hein. Il y a ceux qui bossent, qui se meurent au travail, qui s'usent au travail, parce qu'à force de bosser et d'être mal considérés, et il y a ceux qui se retrouvent au chômage, parce que oui, on préfère faire du profit, profiter des aides publiques pour après licencier. Donc il faut absolument que les aides publiques soient conditionnées à l'emploi, qu'il y ait l'interdiction des licenciements quand il y a des aides publiques. Et aussi, la CGT revendique les 32 heures pour travailler toutes et tous. Et là, ça permettrait qu'il y ait beaucoup moins de chômage. Tu as parlé tout à l'heure, tu as dit 80% des salariés de TUI sont des femmes. Eh ben oui, la précarité touche encore plus les femmes. Les femmes sont aussi dans des emplois de plus en plus de CDD, de temps partiel. Hier à l'UD, on avait une journée d'études justement sur la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Parce que hélas, encore une fois, le Covid discrimine encore plus les femmes. Donc oui, il faut s'unir, il faut lutter tous ensemble. Et c'est important. Et des fois, passer outre certains désaccords pour... il n'y a que la force qui compte. Et en face du gouvernement et des patrons voyous, oui, il faut être unis et ensemble. Je voulais dire aussi, alors bien sûr on vous soutient, on vous encourage et on verra comment on peut faire plus avec vous. Mais il y a aussi la manifestation le lundi 8 mars. Et là aussi, il faut saisir cette occasion. Je vois qu'il y a les hôtels aussi en lutte, il y a aussi beaucoup de femmes, le Monoprix, etc., etc. Et être tous dans la rue aussi le 8 mars, ça c'est important le rassemblement que vous faites. Et il faut le faire. On l'a fait à Anguin, comme je vous dis, au casino d'Anguin. On l'a fait à PPG à Beson. On le fait dès qu'il y a un PSE. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut qu'on soit tous ensemble dans la rue pour faire nombre et pour faire le rapport de force. Donc je vous invite vraiment à participer à la manifestation du 8 mars, hommes et femmes, bien sûr. C'est une marche féministe, mais qui s'adresse à tous les salariés qui sont opprimés et exploités. D'autre part, vous savez qu'en ce moment, le gouvernement remet le couvert sur l'assurance chômage, hein, sur la réforme de l'assurance chômage, qui va à nouveau toucher les plus précaires d'entre nous. Et tout ça pour continuer à faire des économies sur le dos des salariés, alors que dans le même temps, ils versent des milliards aux entreprises. Et voilà, on comprend vite de quel côté se place notre gouvernement. Donc, bravo à vous, je vous souhaite bon courage et la lutte paye, on va gagner. Merci Nathalie, secrétaire de l'UD 95. Ah bon, au Monoprix. Alors mes camarades de Monoprix... Pour la... Ouais. Alors, pour la petite histoire, les camarades de Monoprix, et ça, c'est une lutte particulière parce que dès le début, ils sont venus nous soutenir alors qu'on ne savait pas trop dans quelle direction on allait. Ils ont été présents, mais également aussi nos camarades de Mille Énergie. Je vois Karim aussi qui a toujours été présent avec nous, qui nous a donné des conseils. Je vois nos amis aussi de Calverson qui sont aussi présents. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur. Merci. J'ai oublié, alors après on fera les remarques. Mais il y a vraiment aussi le camarade de l'UNEF, moi c'est quelque chose de particulier, Sud Post. Et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui nous ont toujours soutenus. Merci à vous. Merci Jafar. Écoutez, le collectif Monoprix a toujours soutenu TUI, effectivement, dans leur combat. C'était normal parce que on a vu et on a constaté que en réalité, lorsque on laisse les combats se faire de façon isolée, ils ont moins d'impact. Moins d'impact et le rapport de force reste, si vous voulez, presque insignifiant. Ça a été expliqué en long et en large par mes prédécesseurs là. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que si
on ne converge pas, s'il n'y a pas de mutualisation dans nos luttes, le gouvernement et le patronat poussent toujours le bouchon un peu plus loin. Si on se rappelle un petit peu plus, avant le Covid, il y avait la grève de la RATP, tout le monde a un peu été embêté par cette grève. Les gens se plaignaient, ah, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, mais le problème c'est que cette privatisation de la RATP et de certaines filières, de certaines lignes de la SNCF et ainsi de suite, ça va creuser nos poches. Parce que les tarifs des tickets et titres de transport, ils vont augmenter. Le problème aussi, c'est que si on fait rien, ben justement, ça va continuer. Les autres services d'utilité publique vont être privatisés. Pourquoi? Parce que il y a personne qui se met en travers de leur route. C'est pour ça, en fait, que nous, on soutient modestement toutes les actions qui ont ne serait-ce que l'intention de se dresser contre cette politique qui vise à martyriser le bas peuple. Combien de fois pendant cette crise on a démontré que ce soit les enseignants, que ce soit les médecins, que ce soit les employés du commerce et autres secteurs d'activité, que nous étions essentiels à l'équilibre de ce pays. Et c'est de cette façon qu'on remercie les gens. C'est de cette façon qu'on démontre la dignité des métiers d'utilité publique comme les nôtres. On doit démontrer que nous avons de la fierté. On doit démontrer que nous sommes conscients de la valeur que nous avons dans ce pays. Sinon, ils vont continuer à nous marcher dessus. Et ça, nous, le collectif Monoprix, nous les TUI, nous, la RATP, nous, les femmes de chambre, on n'autorisera pas ça et on restera sur le pied de guerre tant que cette politique-là n'aura pas fléchi les pieds. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je passe la parole à Alain de Monoprix. Bon, moi je rajouterais tout simplement, quelles que soient les décisions qui seront prises cet après-midi ou dans quelques jours, nous serons toujours auprès de vous depuis les débuts. Notre combat ne sera ne sera qu'accéléré. Comme on dit, ils ont les pouvoirs de nous maltraiter, ils ont les pouvoirs de nous humilier, mais on restera toujours debout. Notre combat, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout avec les camarades de TUI France, avec les camarades de Sud 92, les camarades des Géodis, les camarades des Millenarmy, ACE. On reste déterminés, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. C'est que moi, personnellement, je déplore que pour un plan aussi diabolique, 600 sur 900, ils sont où? Ils sont où les bureaucrates? Ils sont où les fédérations? Ils sont où? Ils sont où les camarades de la Fédération du commerce, services et distribution? Ils sont où? Ça c'est inadmissible. Ça c'est à titre personnel. Au bout d'un moment, il faut arrêter de raconter des histoires à dormir debout. Leur combat, ça devrait être prioritaire. Ça devrait être prioritaire. Ce sont des femmes et des hommes qui sont retrouvés dans la précarité. La plupart ont des gamins à nourrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 1 an, dans 2 ans? C'est ça, c'est ça le problème. Nous, on a adhéré, on a des valeurs. On a tous adhéré à la Confédération Générale du Travail. C'est où les tout ensemble? C'est bien où? C'est bien beau. Les paroles, elles sont belles. Mais nous, les paroles, j'ai envie de dire, j'en ai rien à tirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. On les voit avec nos camarades des TUI France. On les voit avec les camarades des Géodis, des Sud 92. Il y a des camarades qui parlent pas, mais qui agissent. Hein? Ça sert à rien de faire des carnavals. Il n'y a pas de souci. Le 8 mars, bien sûr, hein, comme elle l'a dit Nathalie, on y répondra présent. C'est ça la grosse différence. Parmi les camarades qui sont présents, ils ont toujours répondu présent, quelles que soient les initiatives des unions départementales, des LURI, de la Confédération, quelle que soit l'étiquette syndicale. Ça fait des mois et des mois, nous nous battons au quotidien, tous les jours. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas la présence des camarades des Millenarmy, des TUI France qui sont en lutte. On demande simplement que là-haut,
Là-haut, j'espère qu'au bout d'un moment, il faut être connecté à la réalité. La réalité que nous, les ouvriers, on est en train de... C'est nous qui subissons au quotidien. C'est nous qui subissons. Avec un gouvernement qui est là, un seul but, de nous massacrer, de nous appauvrir. Voilà. Et on dit non à la précarité. Merci. Merci Alain. On va laisser la parole aux femmes de chambre de l'église Patignolles. Est-ce qu'une personne... Je pense que ça va être Tizi. Bravo à vous. Oui, nous aujourd'hui nous sommes là. C'est pour soutenir nos camarades. Voilà, c'est ce que les patrons savent faire. Amener les gens au tribunal. Voilà, c'est leur dernier mot. Ils ne veulent pas résoudre les problèmes, c'est le tribunal qui leur intéresse. À cause de 900 personnes qui sont vraiment touchées à être licenciées, non, la solution c'est le tribunal. Vraiment, c'est décevant pour un gouvernement comme ça. Et pour les patrons qui ne savent que vraiment maltraiter les travailleurs et la répression au travail. Mais nous, on dit non à tout ça là. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est le soutien. Vraiment, soutenons-nous tous ensemble. C'est la force, c'est l'union qui fait la force. C'est comme ça qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'on peut gagner et on dit non à la précarité. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis allé quand même, je me suis absenté pendant 3 semaines. Je suis allé en Côte d'Ivoire pour Point 2. Mais vraiment, la lutte m'a manqué parce que j'étais là-bas malgré mon séjour. Je me disais, je comptais les jours pour que je puisse rentrer pour continuer le combat. Parce que je sais que c'est avec le combat qu'on peut obtenir beaucoup de choses. Donc, je suis fière d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et quand je suis arrivée, Tiziri m'a envoyé le mot pour dire aujourd'hui, il faut qu'on vienne soutenir des camarades, mais j'ai sauté sur l'occasion. Je ne me suis pas dit je suis épuisé, je reste chez moi. J'ai dit je serai là. Donc je suis là avec mes collègues pour soutenir nos camarades qui sont en difficulté comme nous. Donc je sais que la lutte n'est pas facile. Ils veulent nous rabaisser, ils veulent nous piétiner. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais nous, on leur dit, malgré que nous ne sommes rien, notre force que nous avons leur fait pleurer. Ils ne supportent pas de la façon dont nous tenons la lutte, nous les tenons tête. Ils ne tombent pas presque dans les lits avec les femmes. Parce que quand ils sont couchés dans les lits, ils se disent que, est-ce qu'il y aura encore un autre combat? Mais nous, on leur dit oui. Si c'est aujourd'hui, demain, ne dormez pas avec vos femmes, parce que nous serons dans vos cuisses. Pour vous dire que nous n'allons pas lâcher tant que vous n'arrêtez pas de licencier des gens. Tant que vous n'arrêtez pas d'humilier les personnes qui sont faibles. Parce que nous, on sait qu'on n'est pas faible. On les fait peur. Le tribunal n'est rien. Sarkozy a été condamné. Donc nous, on va gagner. Voilà. On va gagner. On va gagner ce combat-là. C'est quoi un tribunal? Le tribunal n'est rien. Le juge, c'est un être humain. Ils savent nos combats, malgré les... qu'est-ce que je peux dire? Malgré les magouilles, on gagne toujours. J'ai des camarades de femmes de chambre qui ont été internalisées à cause de la lutte. Et nous, on sait que nous, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, si le Covid veut qu'ils reviennent encore dans 4 ans, 5 ans, nous sommes là. On va les tenir tête. On va tenir tête au Corona, on va tenir tête au groupe Accord, on va leur dire que même si nous sommes au chômage partiel, on va leur rendre la vie dure jusqu'à la victoire. Je vous remercie. C'est la parole à Tiziri de CGT-HPE, c'est à toi. Je sais pas trop. Non mais comment dire en fait, c'est un peu compliqué de prendre la parole après. C'est pas évident. Non mais oui, fait, du coup, je représente effectivement la CGT-HPE. On est là, bien évidemment, en solidarité avec les camarades de TUI qui se battent aujourd'hui contre ce plan de licenciement qui concerne effectivement plus de 600 personnes parce que, comme l'a dit Rachel, effectivement, les patrons, ils se saisissent un peu tous et ils font une espèce de concurrence en ce moment à mettre en place des plans de licenciement
licenciements justifiés entre guillemets par la situation sanitaire. C'est-à-dire que maintenant, la situation sanitaire est devenue quasiment un justificatif de tout, en fait, de tous les plans de licenciement. Et en discutant un petit peu d'ailleurs avec les camarades de TUI, j'ai appris que un truc qui m'a quand même assez choqué, parce que jusque-là, je crois pour le coup ne pas avoir pigé, que en fait ils ont mis en place un plan de licenciement. Le plan de licenciement existait déjà, en tout cas même avant le Covid, et que le Covid leur a permis simplement de mettre 300 personnes de plus dans le même PSE en fait. Et ça, c'est juste hallucinant. Enfin, je veux dire, je pensais que comment dire, enfin parfois ils essayent un petit peu d'arrondir un peu les choses, c'est-à-dire de faire semblant de justifier en fait les choses et de faire croire que la situation sanitaire y est vraiment pour quelque chose. Mais là c'est vraiment voilà, on avait déjà un plan de licenciement, on avait 300 personnes dedans, et ben maintenant il y a le Covid, on va en profiter pour restructurer autrement, et on va mettre dedans 300 personnes de plus pour le licenciement. Donc ça, c'est vraiment scandaleux, et c'est juste pas possible, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui donc avec vous, pour vous soutenir dans cette assignation en justice de votre employeur, en fait, pour lui dire que le foutage de gueule, ben ça suffit quoi. Et voilà, on est venu un peu en nombre. Il y a différents hôtels. Il y a effectivement les copines de l'Église des Batignolles qui sont là, mais il y a aussi des camarades de Gennevilliers-Barbagnier qui sont là, qui ont obtenu la fin de la sous-traitance il y a un an. Il y a les camarades de Tour Eiffel aussi qui sont là, donc ils ont obtenu aussi la fin de la sous-traitance. Les camarades de Torcy qui ont fait toute la ligne A pour être là. Les camarades de Suresnes qui ont l'habitude aussi des grèves, donc on a essayé de mobiliser vraiment très largement. Les camarades du Hilton Opéra, voilà, on a essayé d'être le plus nombreux et les plus nombreuses possible à ce rassemblement, parce que je pense qu'on est quand même bien placé pour savoir que la solidarité, c'est vraiment un outil, enfin c'est vraiment ce qu'on a de meilleur, c'est ce qu'on a de plus utile, c'est ce qu'on a de plus cher, et il faut qu'on l'entretienne. Il faut toujours plus de solidarité entre nous. Étudiants, travailleurs, services publics, services privés, etc. Enfin, je veux dire, d'où qu'on vienne, c'est important en fait qu'on lutte toutes et tous ensemble pour une victoire. Voilà. Merci beaucoup. Bientôt 14h. Encore ouais, dans quelques minutes. Du coup, nous on va rentrer. Il va y avoir 20 personnes qui vont rentrer pour assister à l'audience. Et ensuite, après, je pense que ça va pas durer très longtemps. Et ensuite, on continuera, si vous le voulez bien, les prises de parole. Je vais demander à Anthony, du coup, Anthony, de venir dire quelque chose. Anthony qui est maire adjoint à Malakoff, qui a toujours été présent, pareil, il est de toutes les luttes, les manifs. Il nous soutient, en tout cas, il donne de la force. En fait, c'est pas moi qui donne de la force, c'est vous qui nous donnez de la force. Quand je vois les femmes de chambre, quand je vois les monoprix, quand je vois les TUI, quand je vois les postiers, les étudiants, je me dis qu'en fait là, il y a beaucoup de monde du 92, et je me dis que ce qu'on a construit maintenant depuis un moment, c'est pas mal. Juste un mot sur vous, les TUI. Je vous ai vu au premier rassemblement, après je vous ai pu quitter, évidemment. Vous êtes des personnes extraordinaires, je tiens à vous le dire quand même. Et je me rappelle quand même sur la deuxième mobilisation, où il y avait une salariée qui n'était pas syndiquée et qui était presque émue aux larmes en vous remerciant de vous battre pour elle aussi. Donc en fait, vous ne représentez pas que vous représentez la totalité des 600 salariés qui ont été licenciés sur les 900. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est tout le pays qui est dans un état de dégradation. Un patron qui licencie de son Riyad à Marrakech par Zoom 600 personnes et qui n'a pas un mot du président de la République pour dire que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, avec la crise Covid, c'est 175 milliards d'euros que les grands milliardaires se sont mis dans les poches en plus. On a appris aujourd'hui par Oxfam
que les entreprises, avec 4 entreprises du CAC 40 consomment plus que la France entière en matière de carbone. C'est-à-dire que avec leur stratégie, on arrivera à 3,5 degrés supplémentaires très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que les licenciements, les milliardaires, le non-partage des richesses et tout ce qui va avec, ça appauvrit une partie de la population. D'accord? Et en plus de cela, c'est en train de tuer la planète. Donc en fait, sans le vouloir, vous êtes en train de vous battre pour l'écologie. Parce que l'écologie, sans la lutte des classes, comme on le dit, c'est du jardinage. D'accord? Tout est lié. Tout est lié. Là, aujourd'hui, vous attaquez, parce que c'est vous qui attaquez TUI France, et vous avez bien raison pour demander l'annulation de ce plan social. Mais qui au gouvernement vient pour vous soutenir? Vous êtes des hommes et des femmes qui avaient des enfants, qui avaient des familles à nourrir. Et dans cette période de Covid, où on sait qu'il y a 1 million de licenciements sur l'année, la compétitivité qu'il va y avoir pour retrouver du travail, ça va être énorme. C'est-à-dire que rien n'est fait actuellement. Rien. Alors, en tout cas, pour ma part, et je sais que Guillaume Quintin qui est là de l'Espace des luttes de la France Insoumise, voilà, on vous soutiendra toujours jusqu'à la fin, jusqu'au bout, croyez-le. Et ne lâchons rien, on est tous ensemble. Merci. Merci Anthony. Donc l'audience va commencer, donc on va continuer les prises de parole, on va juste laisser 20 personnes pouvoir assister à l'audience et ensuite notre avocat viendra nous donner des informations concernant l'audience. Bonjour à vous, merci de nous accorder quelques minutes ici sur Cergy, le tribunal administratif, où a lieu effectivement cette mobilisation en face pour les TUI France. Aujourd'hui, vous revendiquez ce soutien à la CGT TUI France. Vous êtes de Sud Renault. Quelle est votre condition de travail maintenant? Bah, tout à fait, nous on est de Sud Renault, donc on travaille au Technocentre à Guyancourt dans les Yvelines, où les conditions de travail se sont nettement dégradées depuis ces derniers mois, avec un plan de suppression d'emploi de 2500 personnes salariées Renault sur toute l'ingénierie tertiaire et des milliers de suppressions d'emplois chez les prestataires, quoi. Donc on se sent tout à fait concerné par le combat des TUI qui luttent aussi contre des suppressions d'emplois. Cette dégradation des conditions de travail, comment elle s'exprime aujourd'hui? Comment elle s'exprime? Le problème, c'est qu'en même temps que des suppressions d'emplois, la charte de travail demeure. Donc c'est des conditions de travail dégradées parce qu'il y a de plus en plus de travail, d'autant plus qu'on nous met au chômage partiel le vendredi. Et la charge de travail ne baisse pas de 20%, loin de là, quoi. Donc c'est de plus en plus de pression. Il y a du télétravail, donc les salariés travaillent chez eux et comptent pas leurs heures.
peuvent travailler le soir, le week-end, pendant les jours de chômage partiel d'ailleurs, et avec une grosse incertitude sur l'avenir en plus, quoi. Aujourd'hui, quelles sont ces incertitudes sur l'avenir pour les employés de Renault? On a l'impression qu'on navigue à vue, quoi. Au niveau des directives qui viennent d'en haut, elles changent régulièrement. Un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir. Sur les priorités mises sur les projets en ingénierie ou dans le tertiaire, il y a beaucoup de délocalisation, d'externalisation d'activités. Donc on se demande si on va pouvoir garder notre travail bien longtemps dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous parlez de délocalisation, est-ce que vous voulez dire que ça quitte le territoire français? Tout à fait, ça fait... déjà la tendance est assez ancienne et elle s'intensifie. Ça part en Roumanie, ça peut partir en Inde. Renault a un centre technique en Inde depuis des années et où Renault transfère de plus en plus d'activités par exemple. Et c'est des activités d'ingénierie tertiaire. D'accord. C'est pas forcément de la manutention. C'est pas de la fabrication de véhicules. Là, c'est surtout qu'il y a une main d'œuvre moins chère, qui peut être jusqu'à 10 fois moins chère. D'accord. Voilà, c'est surtout une histoire de coût de main d'œuvre qui intéresse beaucoup Renault, quoi. C'est une volonté affichée aujourd'hui de Renault de partir et de faire quitter finalement bien sûr, le territoire français pour chercher des gens qui coûtent moins cher, des salariés qui coûtent moins cher. Oui, c'est pas une révélation, ça fait des années que ça dure. Et là, notre nouveau directeur général de Méo, Lucas Desméo, l'a annoncé noir sur blanc, quoi. Il faut faire baisser les coûts d'ingénierie, alors je crois de mémoire c'était 40%, en délocalisant, en envoyant dans les centres techniques Renault à l'étranger et dans de la prestation, quoi, chez les sous-traitants, quoi. Et cette sous-traitance, ça fait combien d'années finalement qu'elle est présente et qu'elle prend de l'ampleur? Je ne pourrais pas dire l'année exacte, mais il y a encore l'an dernier, on était 14 000 au Technocentre, donc 4 000 prestataires sous-traitants. Voilà, donc c'est dans d'autres sites comme l'Hardy, c'est aussi pareil, ingénierie mécanique, sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on est passé à moins de 2000, c'est-à-dire que, y compris les prestataires, sont victimes aussi de ces délocalisations. Oui, c'est ce système finalement du salariat toujours à bas coût, tout à fait, ouais. Qui finalement passe par la sous-traitance pour payer moins cher, mais qui se rend compte qu'en allant ailleurs, c'est encore moins cher. Ouais, c'est toujours l'histoire, la fameuse histoire du coût du travail qu'on nous serine à longueur de temps. Les salariés en France coûtent trop cher, mais on fait le même coup partout dans tous les pays du monde, parce que je suis sûr qu'aux Indiens on leur dit si vous réclamez trop d'augmentation de salaire, on va délocaliser dans le pays d'à côté. C'est une mise en concurrence permanente des salariés entre eux. Voilà, pour avoir du boulot, faut accepter des salaires au rabais, des conditions de travail dégradées, voilà, quoi. Et des conditions de travail parfois très différentes. Aujourd'hui en France, on a quand même certaines notions du travail, des droits du travail théoriquement. Est-ce que c'est respecté chez Renault aujourd'hui? Non, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives qui sont justifiées par la crise, plus ou moins. Même le recours aujourd'hui au chômage partiel, d'habitude, c'est quand il y a moins d'activité qu'un employeur peut avoir recours au chômage partiel pour éviter, par exemple, de licencier. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Renault décide de faire du chômage partiel pour économiser des salaires et demande après aux salariés de baisser leur activité, de prioriser leur activité pour pouvoir justement faire du chômage partiel, quoi. Donc c'est c'est quasiment même illégal, on pourrait dire. On dénature complètement le chômage partiel. Aujourd'hui, le chômage partiel, c'est utilisé pour faire baisser la masse salariale. Voilà. Allez, débrouillez-vous pour faire votre boulot avec 20% de chômage partiel, par exemple. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui au Technocentre. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que la masse de travail est la même, mais il y a une application du chômage partiel au sein de Renault. Oui, on chôme tous les vendredis, on nous dit de faire notre travail et puis débrouillez-vous, voilà, quoi. Moi je discutais pendant ce midi, j'étais à la cantine
au Technocentre et j'ai discuté avec des caissières qui travaillent chez Elior et qui venaient d'apprendre le matin que Elior mettait un PSE en place avec 1050 suppressions d'emplois et des licenciements sur l'île de France, rien que dans le Elior Entreprise, rien que dans l'île de France. Alors effectivement, on est tous concernés. Il y a de plus en plus de licenciements, de suppressions d'emplois. Je pense pas qu'Elior va fermer. Hein, je pense pas que Renault non plus va fermer. Je pense pas que TUI est sur la paille. Renault a annoncé des pertes la semaine dernière ou il y a 15 jours, mais l'action Renault s'est pas effondrée. Hein, l'action Renault, elle continue même à grimper. C'est pas la crise pour tout le monde, quoi. Donc il n'y a pas de raison que les salariés, que les travailleurs acceptent de payer la crise, quoi. Et pour ça, l'initiative de TI, de se coordonner entre toutes les sociétés, les salariés de toutes les sociétés qui suppriment des emplois, eh ben, je pense que c'était une très bonne initiative, qu'il faut continuer dans ce sens-là, se coordonner pour que la peur elle change de camp, quoi, pour que les travailleurs puissent imposer un rapport de force. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui des suppressions d'emplois et des licenciements. Rien ne le justifie. Il y a un effet d'aubaine. On voit bien des patrons profiter de la crise du Covid pour restructurer, pour augmenter la productivité. Ils se servent de la crise pour faire ça et ils sont pas en train de mettre la clé sous la porte, quoi. Donc oui, il faudra un grand mouvement social, une grande lutte d'ensemble pour imposer l'interdiction des licenciements et des suppressions d'emplois aujourd'hui en France. Vous, comment êtes-vous impacté par la politique qui est menée actuellement sur les emplois en France? Alors, on est impacté. Alors, chaque boîte a une méthode différente pour se débarrasser du personnel. Clairement, pour les actionnaires, pour les patrons, la masse salariale, c'est de l'argent qui sort et à leurs yeux qu'il faut réduire. Donc, chaque boîte a sa méthode. Chez Renault, ils ont choisi la méthode inventée par M. Macron. C'est-à-dire ça faisait partie des ordonnances Macron, c'est la rupture conventionnelle collective. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins un plan de licenciement collectif, mais sur le volontariat. Donc aujourd'hui, Renault a pour objectif, et ça y est, c'est acté, de supprimer 4600 emplois sur toute la France. Donc ça fait à peu près 10% des effectifs France de Renault. Et là, nous, on travaille avec mon collègue au Technocentre. C'est à peu près 15 000 personnes qui travaillent, donc 4 000 prestataires. Et sur toute l'ingénierie, dont le Technocentre, c'est 2500 suppressions de postes. Toujours, soi-disant, au volontariat. Alors, il faut savoir que plusieurs fois, les syndicats combatifs, s'entend, ont posé la question, ok, si vous n'avez pas vos 2500 départs dans l'ingénierie et vos 4600 au total, qu'est-ce que vous allez faire? La direction ne répond pas. Alors, les rares réponses qu'on a, c'est on n'a pas de plan B. Mais voilà, ici vous avez les TUI, mais avec les TUI, il y a d'autres boîtes qui luttent, et on sait que c'est arrivé que quand il n'y a pas le nombre, eh ben, ils font un PSE classique, c'est-à-dire licenciement sec. Aujourd'hui, les conditions de travail se sont dégradées à Renault? Alors, les conditions de travail se dégradent depuis des années. Sur différents schémas, voilà. Mais là, avec la dégradation actuelle est liée au fait que Renault a sauté sur l'occasion proposée par l'État de M. Macron de faire du chômage partiel. C'est-à-dire que là, le chômage partiel est rétribué en partie par l'État français. Oui, c'est le principe. Voilà, donc ce qui fait que Renault, alors qu'on a du boulot, et Renault a dit, bah, c'est super, on fait rentrer du fric. On fait travailler les gens 4 jours sur 5 au lieu, et l'argent rentre de l'État et on arrive à payer les gens sans débourser un centime sur le 5e jour. Donc ça veut dire, pour répondre à votre question, qu'effectivement, quand on doit faire en 4 jours le travail de 5, forcément les conditions de travail se dégradent. Aujourd'hui, vous sentez une tension auprès des équipes? Bien sûr, il y a une tension, mais elle est multiple. Elle est liée. C'est pas compliqué, je vous dis, on est 15 000 sur le Technocentre. Je ne rencontre jamais une personne qui est heureuse de travailler chez Renault. Alors, ça va, hein, c'est pas la mine ou c'est pas non plus le pire des employeurs. Mais les gens sont démotivés depuis des années. Et pas seulement à cause de la Covid, puisque c'était bien avant que les gens étaient démotivés. Les gens sont démotivés parce qu'ils sentent qu'on les prend pour des moins que rien. On leur demande pas leur avis, on n'utilise pas leurs connaissances. Les gens acquièrent des connaissances et des compétences, on les utilise pas. On leur demande leur avis sur rien, on les considère comme moins que rien. Et quand vous êtes cadre encore, vous avez droit à un peu
de considération. Quand vous êtes technicien ou technicienne ou ouvrier, ouvrière, là vous êtes moins que rien. Et ça, les gens n'en peuvent plus. On a besoin d'un salaire pour bosser. Notre salaire, il est bloqué ou il évolue très peu depuis des années. Mais on a aussi besoin de considération. On a aussi besoin d'être reconnu pour notre travail. Et là, les gens ne sont pas du tout reconnus pour ça. Ils sont considérés comme vraiment la cinquième roue du carrosse. Il y a des pontes qui sortent des camemberts, des bûchettes, des PowerPoint pour inventer tout un tas de réorganisations sans nous demander notre avis à nous qui sommes les exécutants et qui connaissons le job. Donc, c'était déjà avant que les gens étaient démotivés. Mais là, avec ces réorganisations en cours qui étaient déjà prévues avant la Covid. Hein, tout à l'heure, on a entendu les TUI, tout ça, expliquer que le plan de l'EPSE était déjà prévu avant. Mais Renault avait déjà prévu, avant la Covid, de supprimer du personnel et même de fermer des sites. Madame Clotilde Delbos a dit bien avant la Covid, je n'ai aucun tabou. Je peux vous dire que c'est pas passé ça chez les salariés. Je n'ai aucun tabou. Mais de quoi elle a aucun tabou? Dans son petit salon Roche-Beaubois, là, et sous le canapé en cuir, elle a aucun tabou de foutre les gens dans la rue et de fermer des sites. Vous croyez que nous, les salariés, ça nous touche pas d'entendre des choses pareilles? Donc les gens sont effectivement démotivés. Et là, ce qui se passe actuellement, on n'est pas aveugle. On est obligé de faire en 4 jours le boulot de 5. Et aussi ne pas oublier qu'on est en télétravail. Le télétravail, c'est pas que du mauvais. Mais le télétravail, ça veut dire aussi que le chauffage, le prix du chauffage, il augmente. Le prix du gaz, il augmente. Le prix payé par les salariés augmente. Le prix de l'électricité augmente. Tout ça, ça augmente. Et Renault n'abonde pas du tout dans ça. Renault ne dit pas, vous êtes en télétravail, nous, on dépense moins en chauffage, on dépense moins en participation au repas de midi. On va vous donner une participation que nenni. Renault, c'est tout bénef pour eux. Alors, je vais vous parler franchement. Les gens sont complètement démotivés. Et dans l'ensemble, l'esprit de lutte bien connu, historique de Renault, il est un peu parti. Et donc, effectivement, déjà... de lutter. Il y a plusieurs choses. Il y a la peur de lutter, la peur d'être dans l'œil du cyclone, de la direction, mais aussi le fait qu'ils ont l'impression que ça sert à rien. Il y a eu une très grosse lutte en 95. Très grosse lutte des salariés de l'ingénierie qui a duré plusieurs mois avec des manifestations, blocage du périph' et compagnie, et les gens n'ont rien obtenu. Et donc depuis, des gens qui ont vraiment la niaque et tout ça me disent mais non, mais ça sert à rien, on n'obtient rien. Donc c'est ce qu'on vit chez Renault, c'est partout en France. Les gens en ont marre, les gens sentent qu'on est dans une société inégalitaire, une société de classe, voire même j'ai envie de dire une société de caste, mais ils se disent mais attendez, on descend dans la rue, il se passe rien. Et nous, on en a fait plusieurs manifestations. On a fait les dernières en date, les derniers gros mouvements, c'était contre la réforme des retraites, et contre la loi El Khomri, la loi travail. Il y a eu des milliers de gens dans la rue, des milliers de gens. Et les États consécutifs n'ont pas bougé. Donc c'est normal que les gens n'ont pas envie non plus de perdre du salaire en grève, en lutte, et perdre de la considération de leur chef ou d'être dans l'œil du cyclone, si à la fin ils ne pensent pas gagner quelque chose. Merci Xavier. On va laisser la parole à Xavier Van Guet, notre avocat qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé et les perspectives de la suite. Merci. Bonjour à tous. Bien écoutez, là on a plaidé ce dossier cet après-midi, mais il s'agit avant tout d'une procédure écrite à ce stade devant le tribunal administratif. Il y avait 10 points de droit soulevés auxquels la société TUI a répliqué comme il se doit. On a eu des observations du rapporteur public qui ne vont pas en faveur des intérêts des salariés, puisque le rapporteur public a conclu au rejet des demandes des salariés. Mais ce point n'est qu'un point d'étape, tant pour les salariés que pour la société. C'est-à-dire que la décision est mise en délibéré au 17 mars prochain. On aura la possibilité, les uns ou les autres, d'interjeter appel, mais il y a des points de droit qui, jusqu'à présent, n'ont pas été tranchés ni par le Conseil d'État, ni par les cours administratives d'appel, notamment en matière de reclassement au sein des reclassements et des catégories professionnelles. Il y a un point qui est soulevé et qui fera l'objet, je pense, d'une jurisprudence. Mais au-delà de la jurisprudence et au-delà du droit,
Ce qu'on doit souligner aujourd'hui, c'est l'engagement des salariés de TUI, des nombreux salariés qui, au cours de cette procédure particulièrement pénible, hein, puisque plus de 400 d'entre eux et 400 familles donc, perdent un emploi, perdent effectivement, en tous les cas, voient leur avenir avec difficulté, mais on a pu observer leur courage, leur détermination, la détermination des élus aussi dans le cadre des procédures qui ont été suivies, qui ont été engagées, qui se poursuivent et qui se poursuivront, j'allais dire, avec l'énergie que vous nous communiquez aussi, mais avec beaucoup de détermination, puisque ces 10 points de droit soulevés, je crois qu'il y en a un certain nombre qui peuvent nous guider vers le succès, quelle que soit la décision qui sera rendue par le tribunal administratif. Ça, je tiens à le souligner. On a eu un excellent dossier qui a été préparé par Vincent Gury, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qui nous assiste dans ce dossier. On a mis les moyens nécessaires, et le CSE a mis les moyens nécessaires pour la défense des intérêts collectifs. On se bat effectivement pour ce collectif, pour accorder des moyens complémentaires aux salariés. Ces salariés qui peuvent aussi, nonobstant la décision administrative qui sera rendue, engager des procédures à l'encontre de la société TUI. Je pense notamment aux ex-salariés Transat, puisque ces derniers ont droit à un complément de 13e mois qui n'aura jamais été réglé, pour lequel ils devront effectivement saisir les prud'hommes. Et je crois que c'est l'occasion aussi, et c'est ce sur quoi on a fini, de dire qu'aujourd'hui, la crise du Covid est une crise à effet d'aubaine pour la société TUI France, puisque au cours de ces 10 dernières années, ce sont plus de 1000 emplois qui ont été supprimés au sein de TUI. Aujourd'hui, c'est le point d'orgue, hein, la réduction des effectifs de plus de 66% en France, c'est le point d'orgue de cette réorganisation. Les chiffres sont éloquents. Il y a 4 milliards d'aides qui ont été accordées par le groupe, par l'État allemand, et une prise de participation, et donc le groupe dispose de 4 milliards de trésorerie. Le plan de sauvegarde de l'emploi en France, ça correspond à 0,66% de cette aide. On a des moyens qui sont accordés de façon différente entre les sociétés du groupe en France, puisque vous savez que les salariés de Corsair ont bénéficié d'une aide 4 fois plus importante que les salariés de TUI France. Alors on s'interroge aussi sur cette disproportion de moyens accordés. 126 millions d'euros accordés pour les salariés de Corsair par le groupe TUI France. Environ 31 millions peut-être accordés par la société, par le groupe à TUI France. Et peut-être aussi des moyens qui auraient pu améliorer, j'allais dire, les congés de reclassement accordés à l'ensemble des salariés. Donc on va continuer à l'action judiciaire. Je crois qu'il appartient maintenant à chacun des salariés de faire le point sur sa volonté d'engager un combat judiciaire. Je crois qu'il y a des salariés qui ont un historique qui leur permet déjà d'envisager avec succès des procédures. Je pense notamment à tous les salariés Transat qui n'ont pas été réglés de l'intégralité de leur rémunération. Et puis, il y a aussi ces 10 ans d'errement économique, hein, puisque j'allais dire, jusqu'à l'ancien PDG de Marmara qui va affirmer dans la presse bien que la gestion économique du groupe TUI France est complètement délétère, qu'elle a mené cette société en fait à une forme de ruine économique en raison des choix qui ont été faits par le groupe, complètement détonnant par rapport au marché français, avec effectivement une nécessité pour la société TUI France d'acheter des types de séjours, d'acheter des types de transports, en fait d'être complètement inféodé économiquement au groupe en tant que filiale. Donc on a appauvri complètement cette société fille pour la mener aujourd'hui à une réorganisation menée tambour battant, alors que le gouvernement, j'allais dire, avait mobilisé les moyens nécessaires. Hein. Le Covid, c'est 10 millions d'euros d'économie pour la masse salariale de la société TUI France, c'est-à-dire que le contribuable français a financé plus de 10 millions d'euros de masse salariale, 10 millions d'euros de CICE qui ont été financés par le contribuable au profit de la société TUI France. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, les voyageurs. Il y a plus de 100 millions d'euros de dettes de voyage, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas remboursés de leurs vacances, de leur séjour.
Il y a aussi l'assurance de protection de la PST qui n'a pas été réglée par TUI France, 57 millions. Alors quand on met ces chiffres bout à bout, 10 millions de masse salariale, 10 millions de CICE, 57 millions d'assurances non payées, 100 millions de voyageurs non remboursés, ben les 31 millions, c'est très, très faible par rapport effectivement à ce qu'on pouvait envisager pour vous accompagner dignement, parce que ces salariés de TUI France, pour beaucoup, ont de l'ancienneté, beaucoup d'ancienneté, sont d'anciens Nouvelles Frontières, d'anciens Marmara, d'anciens Transat, et pour beaucoup, effectivement, ils sont aussi parfois dans des situations familiales assez difficiles, puisqu'on a beaucoup de parents isolés, et puis un secteur d'activité, bon, effectivement, qui doit se réinventer, qui doit se réorganiser. Alors pour notre part, et on vous remercie de votre confiance, on continuera effectivement à mener les actions judiciaires que vous nous demanderez de poursuivre. Je crois qu'il appartient aussi à chacun, en partenariat avec les représentants syndicaux, mais aussi avec le CSE, d'envisager les mesures à titre personnel pour contester ce plan de sauvegarde de l'emploi, parce que chacun peut le contester, et en raison de ce qu'on peut qualifier la légèreté blâmable avec laquelle cette société a été gérée, il y a une possibilité pour chacun, je pense, de contester le licenciement économique dont il a été l'objet. Donc merci à vous, et puis plein de courage, je pense, à ceux qui ont vu leur contrat rompu. Il y aura des opportunités, effectivement, de combat, mais on parle déjà du passé. Et je crois que, moi, en tous les cas, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup de détermination parmi les salariés et que beaucoup ont déjà aussi des projets, ont aussi une volonté de se réinventer et de se réorganiser. Et je crois aussi que ça sera l'objectif, enfin, des anciens salariés de TUI. Mais je leur fais confiance parce qu'ils ont une forte capacité effectivement à lutter. Merci à vous. Merci Xavier. Donc voilà, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir répondu présent pour cette journée particulière, en tout cas pour nous. Comme le disait Xavier Van Guet, c'est pas terminé, on lâchera rien du tout, on ira jusqu'au bout. On voit bien que les moyens donnés pour les salariés, les moyens du groupe sont complètement dérisoires au vu de leurs moyens. Donc c'est bien pour ça qu'on continuera la lutte à travers ce qu'on a commencé à faire, le rassemblement des boîtes en lutte. Il y a une date importante, c'est le 27 mars, où on espère en tout cas, et on va le faire, on va organiser une réunion physique avec toutes les boîtes en lutte et qui vont dans la continuité de l'appel des TUI qu'on a lancé en octobre dernier. Parce qu'encore une fois, on le voit aujourd'hui, on est devant le tribunal. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on n'arrivera à rien si on n'est pas tous rassemblés, si on se bat pas tous ensemble. Et c'est normal en tout cas qu'on continue dans ce sens-là. Encore une fois, pour nous, pour les générations futures, le combat va être compliqué, mais en tout cas, on est prêt pour l'affronter. Gaël, tu voulais conclure, dire quelque chose? Allez, vas-y. Non mais, je vais pas être très long. Moi, juste une première chose quand même. C'est moi ce qui est flagrant, parce que si tu reprends cette histoire, ce qu'ont dit les avocats à l'intérieur du tribunal, d'ailleurs c'est toujours compliqué. J'ai vu qu'il y a des camarades qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, c'est-à-dire d'écouter cet amas de mauvaise foi, cet amas d'histoires qui sont racontées par l'avocate de TUI, mais qui retranscrit en fait, on se retrouve toujours dans le même schéma, c'est-à-dire t'as une boîte qui en fait s'est gavée d'aides publiques, qui viennent d'Allemagne avec des milliards et des milliards, ou qui viennent de France avec le CICE, c'est-à-dire des millions et des millions, qui s'est gavée, qui, le terme juridique genre classe, c'est effet d'aubaine, mais qui en fait profite d'une pandémie pour augmenter le nombre de licenciements et faire un plan de licenciement qui n'est pas juste isolé comme ça, parce que en fait c'est plusieurs années pour TUI France de licenciement collectif, voilà, plusieurs années. Donc là c'est on culmine à un moment donné avec ce plan de licenciement, et en même temps tu as envie de te dire quand les camarades de TUI ont lancé leur appel, l'appel des TUI en octobre dernier, hein, t'avais dans l'appel d'études, tu regardes la vidéo, on parlait de 394 plans
de licenciements qui avaient été recensés par le ministère du Travail. Aujourd'hui, en janvier 2021, on était passé à 844. Et la vérité des prix, c'est que avec la situation post-Covid, ces plans de licenciement, ils vont ne faire que augmenter. Bon, face à ça, moi je vois des salariés pas juste dignes, c'est-à-dire que là on n'est pas en marche funèbre, on est debout face à la boîte, on n'est pas avec des croix à se plaindre de je ne sais qui, qu'est-ce qui s'est mis en place. On explique en fait en face à face, que ce soit par les avocats, que ce soit par le rassemblement, que ce soit en manifestation, on explique juste un truc. C'est en fait, je sais pas ce qui va tomber comme délibéré. Bon, quand tu vois l'avis du procureur, du rapporteur public, ça donne une indication. Mais juste une chose, on va pas nous raconter de salade. En fait, ce groupe pourrait tout à fait maintenir les emplois. Et le gouvernement pourrait tout à fait intervenir pour maintenir les emplois. Pas comme ils ont fait à Bridgestone, pour en réalité fermer la tôle, hein, et vendre sa peau le plus chèrement possible. Empêcher en réalité que ces licenciements existent. Lorsque l'appel des TUI avance sur l'interdiction des licenciements, c'est pas genre une utopie. Ce groupe, en tant que tel, pourrait permettre le maintien des emplois. Voilà. Et ça a été démontré à l'intérieur du tribunal. Alors, quelle sera la décision qui tombera derrière? On verra. Mais la question aussi et surtout, comme l'a dit Jafar, c'est qu'est-ce qu'on fait? Octobre, 394 plans. Janvier, 844. La vérité des prix, c'est que ça va augmenter. À part l'initiative dont j'ai vu beaucoup de gens nous expliquer les limites, hein, la manifestation qui allait de l'Assemblée nationale jusqu'au MEDEF. T'avais l'impression, là, en termes de toutes les limites qu'il y avait sur cette manif, mais il y a eu quoi comme alternative à cette manifestation? Il y a quoi comme alternative, en fait, à regrouper les boîtes en lutte le 27 mars, comme tu le disais, et cette proposition qui est essentielle? C'est quoi l'alternative? Quelqu'un pense ici encore? On peut parler de confinement, si ça va être le week-end, est-ce que ça va être 3 semaines, est-ce que ça va être en alterné, est-ce que ça va être ceci, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que les plans de licenciement, ils vont augmenter. Voilà. Quel est le plan de bataille qui a face à ces plans de licenciement de la part de ceux et celles qui sont censés défendre le monde du travail et la jeunesse? Parce que tu as insisté à plusieurs reprises dans tes interventions par rapport à l'avenir, le futur. Mais il y a déjà maintenant, en fait, tous ceux qui sont victimes aujourd'hui, encore plus importante, de la précarité, avec un taux de chômage élevé, la jeunesse. Bon, et ça s'est vu encore au moment de la première vague sur le Covid, et sert de variable d'ajustement. Donc, très franchement, on n'en est pas... Enfin, moi, après, chacun décide comme il veut, mais je trouve que ce truc de regarder en face, rester debout, pas faire... on va pas à l'abattoir, en fait. On essaie de trouver les moyens, les brèches possibles pour trouver des solutions et des possibilités de justement, sans se raconter de salade, faire en sorte que ce qui est possible, maintenir l'emploi, ça soit la réalité. Et par rapport à ça, ça peut sembler inatteignable, mais les rencontres des boîtes en lutte le 27 mars, la question qui est essentielle, fondamentale, c'est de savoir si maintenant chacune et chacun d'entre nous, dans nos organisations syndicales, dans nos secteurs, dans nos fédérations, dans nos unions départementales, est-ce qu'on fait en sorte de faire qu'on ramène chacun et chacune d'autres représentants syndicaux, d'autres boîtes qui vont être victimes de licenciements et de fermetures, ou est-ce qu'on attend de voir juste ce que l'appel donne et dire ah ben en fait il n'y avait pas assez d'épices, pas assez ou un peu trop d'épices. Voilà, quel est le boulot que chacun et chacune d'entre nous ont fait d'ici la fin du mois pour permettre que justement ces boîtes-là, quelle que soit leur structure syndicale, dans le privé bien évidemment, mais le public, franchement, Val, moi je suis à la Poste, 80 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Val qui aujourd'hui, dans ce qu'il est en train de négocier comme accord dit social, lorsque la CFDT tape à la porte et dit
on aimerait bien que vous mettiez que sur les 2 ans qui viennent, il n'y aura pas de PSE. Et que Val dit non, ça je peux pas l'écrire. Quand tu regardes ce qui se passe dans l'éducation nationale, ce qu'ils vont faire à la RATP, clairement, le public est également concerné. Et c'était un des éléments que vous avez apporté. Le fait de regrouper en intersyndical, le fait de regrouper entre les secteurs. Donc moi je le dis aussi clairement à un moment donné, parce qu'on va pas avoir à chaque fois des occasions, juste à regarder si c'est bien ou pas. C'est de notre responsabilité de construire l'initiative du 27 mars, de faire en sorte qu'elle soit massive, nombreuse, qu'elle regroupe le maximum d'entreprises, pour qu'effectivement à un moment donné, ces manifestations, ce mouvement d'ensemble qu'on veut construire, eh bien, il soit plus important que ce qu'était le 23 janvier. Mais ça veut dire qu'il y a ce boulot militant et militante qu'il faut faire avant tout. Et ça veut dire que ce boulot-là, il faut qu'il soit assumé par toutes et tous. Voilà, que ça soit une boîte du tourisme. Alors qu'elle sait, comme tu l'as dit, toute une série de camarades ont reçu déjà leur lettre de licenciement. Sera encore à regarder en face. Pas juste par rapport à leur boîte, mais parce qu'ils savent que quelle que soit la boîte dans laquelle ils rentreront, ces plans de licenciement et cette logique de profit, cette logique de suppression d'emplois, elle est malheureusement devant nous. Et que donc le bagarre qu'on mène là, c'est pas juste une bagarre pour notre entreprise, pour cette boîte, pour ce moment-là, mais c'est une bagarre pour leur dire d'arrêter de supprimer ces emplois. Au niveau international, c'est 255 millions d'emplois qui ont été supprimés. 255 millions. Donc arrêtons de parler, comme dit Alain des Monoprix, du blabla et de ceci. Ici, il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait à partir d'un secteur qui, soi-disant, ne bloque pas l'économie. Mais un secteur qui regarde en face, qui regarde les autres secteurs, qui regarde les autres organisations syndicales et qui dit on va pas se laisser faire parce qu'on n'est pas des victimes. Et chapeau bas à Lazare, qui était à l'hôpital aujourd'hui et qui n'a pas pu venir. Chapeau bas à ce camarade, chapeau bas à l'ensemble des camarades. La bagarre et cette lutte, la lutte des classes, c'est pas que pour les congrès, c'est pas que pour l'émotion, c'est pas que pour nos cartes. La lutte des classes, elle se mène à l'intérieur, elle se mène à l'extérieur, et on va la gagner. Mais pour la gagner, il faudra construire le 27 mars. Merci Gaël. 2 petites interventions. Je vais demander à Christian de Renault. Ensuite, après, on aura la parole à Anne, secrétaire générale de l'UD 92. Merci. Merci Jafar. Bonjour à tous. Non, salut. De toute façon, le combat des collègues de TUI qui ont montré une grosse détermination et qui continuent à se battre. Toute notre solidarité. On était là, on a répondu assez vite à l'appel des TUI. Et c'est vrai que c'est quand même à saluer cette initiative de s'adresser aux autres entreprises, de se battre à la fois pour sauver ses emplois, pour défendre ses emplois dans son entreprise et de s'adresser aux autres pour essayer de coordonner une lutte d'ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme disait le camarade précédemment, les PSE ils ont continué. Moi ce midi j'étais à la cantine, donc je suis au Technocentre Renault à Guyancourt. Les caissières, elles sont venues me parler parce que Elior vient d'annoncer un PSE de 1050 suppressions d'emplois pour Elior Entreprises en Ile-de-France. Donc, et ça, des exemples comme ça, on en a plein. Au Technocentre, il y a plein de prestataires. Donc nous, Renault aussi, on est visé par des suppressions d'emplois. Et il y a des tas de prestataires aussi qui sont concernés. Donc, on en fait le coup un peu de la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien qui peut justifier aujourd'hui des suppressions d'emplois et des licenciements. Aujourd'hui, les patrons, ils sont pas sur la paille, ils sont pas en train de sauter de la fenêtre. La bourse, elle se porte bien. Il y a de plus en plus de richesses à un bout, de milliardaires à un bout. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les suppressions d'emplois, on ne peut rien y faire. Non, il n'y a rien qui justifie les suppressions d'emplois, les licenciements. Aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir garder son emploi. Il y a du fric, il y a du pognon pour garder les emplois. Il va falloir le prendre là où il est. Et la seule façon de faire, c'est un rapport de force tel que le fait le TUI. Donc on sera là le 27 mars, on sera là aux autres occasions. Il peut y avoir aussi le 11 mars. Le 11 mars, Sanofi qui se supprime aussi des emplois. Ils appellent, il y a aussi un rassemblement devant Bercy, devant le ministère de l'économie à Bercy le 11 mars. Ça peut être aussi une autre occasion de se coordonner. Et le 27 et d'autres initiatives, on espère
Voilà, donc le combat continue, ce n'est qu'un début. Merci Jafar, merci à tous. Donc j'interviens pour l'UDCGT des Hauts-de-Seine et je vais aller dans le sens aussi de ce qui a été dit précédemment. Nous on soutient depuis le début la lutte des salariés de TUI contre le PSE terrible qui les touche, quand même 2/3 des effectifs licenciés par visioconférence. Il faut se rendre compte de la violence patronale qui est à l'œuvre. C'est inouï, c'est inimaginable. Et comme l'a dit Gaël, plus de 800 PSE qui sont annoncés. Dans le département, c'est des dizaines et des dizaines, le département des Hauts-de-Seine qui est le plus riche de France. Et dans beaucoup de ces boîtes, ça se passe sans que personne ne le sache, faut le dire, malheureusement. Et c'est pour ça que je voudrais saluer aussi la lutte des TUI qui rendent visible ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette injustice vraiment inimaginable. Et nous, on est là pour les soutenir et il faut vraiment qu'on continue la lutte. On ne peut pas lâcher là-dessus. Donc voilà, trop de boîtes où justement tout est fait pour que les salariés, la population ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Plus d'1 million de salariés qui vont perdre leur emploi. Et c'est pas un hasard aujourd'hui s'il y a une offensive idéologique, par exemple, sur l'islamophobie à l'université. Oui, on veut pas parler des licenciements. On veut pas parler du patronat qui est gavé d'exonération de cotisation. Gaël a parlé du CICE. Le CICE, ils l'ont transformé en exonération de cotisation pérenne. Maintenant, ils payent plus rien. Ils payent plus à la sécurité sociale. Ils ont touché le chômage partiel aussi. TUI. Ils ont touché le chômage partiel. Ça veut dire quoi? Ils ont touché de l'argent public pour maintenir l'emploi. Et après, ils annoncent un PSE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés, en tant que citoyens, ils ont financé eux-mêmes leur licenciement. C'est ça la logique. On est toujours dans la même logique de choix, donc du dividende, au détriment de la population et des salariés. Et les exonérations de cotisation, c'est la sécurité sociale qui est en jeu aussi, il faut le dire. Il y a un lien aussi avec ce qui est en train de se passer avec la pandémie. Il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux. Il n'y a pas de vaccins qui sont disponibles. On n'a pas été capable de fournir des vaccins. En France, là, il y a le scandale de Sanofi, qui supprime 400 emplois, qui a versé encore plus de dividendes en 2020 qu'en 2019. Voilà, on voit que partout on est dans cette même logique, qu'on ne peut pas laisser faire, qu'il faut vraiment trouver une solution pour les salariés, parce qu'il y a quand même la menace de l'extrême droite qui est là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous regardez les sondages ou les médias dominants, mais enfin, on voit que la colère, elle est immense. Et pour lutter contre ce grand danger-là, il faut mobiliser dans les luttes. Il n'y a pas d'autre choix. Et comme l'a dit Gal, c'est pas des luttes mortifères, c'est des luttes pour gagner. On peut gagner. Par exemple, l'interdiction des licenciements. Je suis désolée, mais en Espagne et en Italie, ils ont interdit les licenciements. Alors certes, provisoirement, de manière partielle, mais ils ont quand même interdit les licenciements. Et nous, on n'en est pas capable. On n'est pas la 5e plus grande puissance mondiale. Donc on laisse les salariés jetés à la rue, alors que ça a été dit, redit, à chaque fois on le redit, de l'argent il y en a, des dividendes ils sont versés, le patronat est gavé d'argent public. Tout ça, c'est plus possible. Et on le voit, la lutte, elle se fait dans la rue, au quotidien, dans les entreprises. Et il faut qu'on trouve une solution. Nous, l'UDCGT 92 sera présent le 27. On fera tout pour qu'il y ait un maximum de syndicats, de boîtes en lutte qui soient présentes. Parce que il faut élever le niveau de mobilisation. On ne doit pas laisser faire. C'est un immense danger pour nous que de laisser les salariés dans la désespérance, dans le désespoir. On ne doit pas le faire. Nous, en tant que militants, syndicalistes, tous, on a une responsabilité. Et la responsabilité, moi je suis désolée, on la prendra avec nos camarades du TUI. Nous, à l'UDCGT 92, on la prend. Et on soutiendra toute initiative qui permettra de combattre ce système-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y a 2 dates importantes que je rappellerai. C'est le 8 mars, manifestation le 8. Louise, si tu veux juste venir nous dire 2-3 petits... Alors ça va être rapide, très rapide, mais ce serait bien que tu puisses nous en dire un peu plus par rapport à cette manif. Oui, donc comme vous le savez, chaque 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes et c'est devenu une des dates clés du mouvement féministe en France.
Et donc cette année, cette manif, elle se déroule dans un contexte de crise sanitaire, crise économique très importante. Donc ça nous semblait central de mettre en avant les conditions de travail des femmes, voilà ce qu'elles subissent aujourd'hui, puisque comme vous le savez, tous les emplois du travail reproductif, de soins, mais aussi les emplois du commerce, sont des emplois principalement occupés, très majoritairement occupés par des femmes, donc qui non seulement subissent voilà, l'exploitation comme leurs collègues, mais subissent en plus le sexisme et même parfois le racisme. Et ce sexisme-là même structure la forme d'exploitation qu'elles vivent, puisque elles sont moins bien payées, elles occupent certains types d'emplois, et elles subissent tout un tas de problèmes relatifs à leur genre. Notamment, par exemple, en discutant avec des camarades de Monoprix, elles nous racontaient que dans un des Monoprix où elles étaient, elles avaient une collègue qui s'était fait harceler sexuellement par un manager. C'est par exemple le cas aussi à McDonald's, où à l'heure actuelle il y a du coup une mobilisation des McDroits. Et donc du coup on a décidé avec le collectif féministe auquel j'appartiens, qui s'appelle les féministes révolutionnaires, de monter un cortège du commerce. Donc voilà, donc nous on se positionne en soutien aux salariés du commerce en lutte actuelle, donc aux camarades du TUI, puisque sur les licenciements, les 600 licenciements, c'est 80% de femmes, avec les camarades de McDroits qui mènent une campagne actuelle contre le sexisme et le racisme sur le lieu du travail, avec les copines de l'Ibis Batignolles et de la CGT HPE. Il y aura aussi, on va inviter d'autres commerces, d'autres secteurs du commerce, on vous tiendra au courant. Donc voilà le rendez-vous, il y a un premier rendez-vous le matin à 10 h devant le McDonald's d'Enfer Rochereau. C'est le collectif McDroit qui organise une conférence de presse pour discuter du sexisme au travail. Et ensuite il y a rendez-vous à midi devant Port-Royal pour la manifestation du coup traditionnelle chaque année. Et si vous le souhaitez, donc ça c'est le lundi, donc il y aura notamment un certain nombre de camarades qui se mettront en grève pour participer à cette manif. Je sais qu'il y a aussi des secteurs de la santé, un certain nombre de secteurs de la santé qui sont mis en grève, parce que vous le savez que sur les emplois d'aides-soignantes et d'infirmières, c'est beaucoup de femmes. Voilà, donc il y aura différents cortèges de travailleuses, il y aura des cortèges aussi de collectifs féministes qui mettent en avant donc la question du harcèlement sexiste, sexuel, des discriminations. Voilà, donc il y a aussi un rassemblement la veille, le 7, sur la place de la République, où là c'est plus un rassemblement fixe, où il y aura probablement des prises de parole, et les collectifs et les groupes viendront avec des tables. Donc le rendez-vous à retenir, c'est lundi 8, 10 h devant le McDonald's d'Enfer Rochereau, et à midi à Port-Royal pour le départ en manifestation. Merci Louise. Et enfin Victor, si tu peux s'il te plaît venir et nous parler d'une date importante pour vous, nos amis de l'UNEF. Bien sûr. Avant quand même un mot par rapport à votre affaire, même si beaucoup de camarades ont dû partir. On tenait quand même à dire quelque chose de très important avec les camarades de la fac de Nanterre. C'est que c'est sans aucun doute une fierté, un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui, mais aussi d'avoir participé à cette échéance du 23 et de mener cette bagarre ensemble pour une raison assez simple. C'est que c'est pas juste, parce que ça on l'a dit et redit, et c'est essentiel, le fait de dire que aujourd'hui se battre pour l'emploi, c'est se battre pour l'avenir de tout le monde. C'est une revendication qui nous concerne tous, essentielle, qu'aujourd'hui l'étudiant, demain, ou pour la plupart, parce que la plupart d'entre eux sont salariés, demain c'est un travailleur, et que défendre cette question-là, elle est essentielle. Mais ce qui est le plus important de cette expérience-là qu'on a eue depuis plusieurs semaines, c'est que vous proposez à l'ensemble des collectifs militants, à l'ensemble des équipes syndicales, dans le monde du travail ou dans la jeunesse, vous soumettez au débat, vous contribuez avec une question simple qui est celle de dire il y a une offensive sans précédent et il faut qu'on se donne les moyens d'apporter une réponse. Et vous, alors que vous êtes depuis une position qui n'est pas une grande confédération ou quoi que ce soit, vous prenez vos responsabilités et vous avez soumis cette proposition qui est encourageante, qui est dynamisante et qui donne confiance pour la suite. Aujourd'hui, on peut peut-être dire « Ah, c'est la calmie, les gens ils se mobilisent pas, etc. » Mais tout ce travail qu'on est en train de faire, de labourer le terrain, il sera essentiel pour préparer cette riposte d'ensemble. Parce que c'est la convergence entre les petits ruisseaux qui permet de créer un gros mouvement d'ensemble, qui met un coup d'arrêt à toute cette politique, qui permet en réalité, à un moment donné, de se dire que c'est à ceux qui font tourner la société, la production, d'imposer leur intérêt. Donc on est content aujourd'hui d'avoir mené ce combat, de mener ce combat et de le mener dans les prochains jours avec les camarades des TUI, de Monoprix, de la CGT HPE, de l'UD, de l'énergie, de Sud, des postiers, des étudiants
et différents collectifs de militants. Et on sera présent à toutes les échéances. Et bien évidemment, on remercie les camarades d'être venus au procès du 15 février dernier, dont le délibéré aura lieu le 15 mars. On est 4 camarades, Ayoub, Bart, Selim et moi-même, à avoir été convoqués en justice. Et le 15 mars, on aura notre délibéré. Merci encore une fois pour le soutien. Merci à vous, on lâche rien et on va arracher cette victoire. Merci Victor. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. On va conclure, en tout cas, on vous donne rendez-vous. On a parlé de la date du 27 mars, mais il y a d'autres échéances qui ont été rappelées tout à l'heure. Le 11 mars avec les Sanofi, le 8 mars également. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. On continue, on lâche rien. Nous, on a l'habitude de dire chez TUI, on n'est pas des victimes. Et on ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on baisse pas la tête. Et on continuera à se battre parce qu'on sait qu'on a raison et encore tous ensemble. Merci à vous.